Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue chez Mwambi International Network dans la grande interview. Dans cette grande interview aujourd'hui, on va traiter de la question sur l'actualité, mais surtout la question de savoir si les États-Unis sont une nation civilisée ou une réserve de la barbarie. Nous allons aussi bien sûr traiter la situation en RDC, République démocratique du Congo, avec bien sûr M. Freddy Mulumba, que je ne vais plus vous présenter, que vous connaissez très bien dans nos précédentes interviews. M. Freddy Mulumba, bonsoir. Bonsoir, M. Mwambi. Comment vous allez? Vous êtes à Kinshasa? Oui, c'est à qui? Toujours confiné? Oui, on est confiné. Je pense que bientôt on va déconfiner au moins pour la ville, donc pour la commune de la Gombe. D'accord. Monsieur Freddy Mulumba, nous sommes le 21 juin 2020, c'est-à-dire un jour après le 20 juin. Et quand on dit le 20 juin, c'est-à-dire le jugement ou la fin du procès Caméré. Condamné pour 20 ans et puis 10 ans d'inéligibilité, ainsi de suite. Qu'est-ce que cela vous inspire, vous? Oui, je pense que la première chose à dire et à retenir, la toute première fois dans l'histoire de notre pays, il y a un procès télévisé sur la mauvaise gestion de la chose publique. Je dis la toute première fois. Ça montre qu'il y a un début d'état de droit, où les gens doivent apprendre à faire la différence entre leur poche privée et la caisse de l'État. Et depuis très longtemps, les gens les confondaient parce qu'on disait bloqué à l'État, de l'État, ceux qui accèdent au pouvoir peuvent se servir sans être contraints de rendre compte. Et ça, on l'a vécu depuis 1885 avec le Pôle 2, depuis la création du Congo jusqu'à ces jours. Je pense que c'est la fin d'une époque, mais qui nous dit aussi une nouvelle période où les biens publics seront bien gérés au profit de la population. Donc, on est en train de mettre en place ce que j'ai appelé un État moderne de droit. Et qu'est-ce que vous dites à ceux qui pensent que c'était un procès politique? Je ne pense pas que c'est un procès politique parce qu'il y a quand même des preuves. Ce qui est dramatique chez les élites congolaises est qu'ils ne comprennent pas que les détournements des fonds, les fonds qu'on a détournés, ce ne sont pas les fonds du président Tshisekedi, ce ne sont pas les fonds de M. Caméré, ce sont les fonds du peuple congolais, c'est les biens communs. Ils sont là pour bien gérer, au profit de la population. Et il y a des preuves, il y a eu un procès, il y a des preuves montrant que l'homme a détourné. Il a des comptes à rendre au peuple, à l'État. Ce n'était pas son argent. Ce n'était pas son argent, c'est pas normal. Si c'était son argent, on comprendrait. Mais ça, c'est l'argent de l'État. Donc, il faudrait que les gens intègrent la dimension des biens communs. En Afrique, généralement, on ne reconnaît pas ça. On dit l'État, on peut voler, on peut se remplir les poches. La justice s'arrange pour qu'on ne puisse pas les juger. Cette fois-ci, je pense que c'était un bon début et nous espérons qu'on ira très loin. Mais les jeunes gens qui sont au Kivu, qui combattent, qui sortent dans la rue, qui brûlent de pneus par-ci par-là, pour leur leader bien-aimé Vital Kamerhe, ils ne comprennent pas votre langage intellectuel. Qu'est-ce que vous voulez leur dire à partir de Kinshasa aujourd'hui? Parce que eux, ils disent Kinshasa manipule, Kinshasa vole, Kinshasa c'est ci, Kinshasa c'est là. Kinshasa, c'est vous.
Oui, je pense que les jeunes gens n'ont pas l'essence de l'État. Normalement, l'argent qui a été détourné, c'est c'est leur propre argent. Je vois très mal les gens protester pour quelqu'un qui a détourné son propre argent. Ça n'a pas de sens. Donc, c'est le Quelqu'un qui manque a détourné leur d'information. argent. Leur argent, oui, oui. Donc, c'est Mhm. le manque d'information. Donc, il faudrait informer et aussi reconnaître que les manipulations ne manquent pas. Il y a toujours le manipulateur pour montrer qu'il était leader. Mais si le leader a volé, je ne vois pas pourquoi il faut en faire un problème. Il n'a qu'à rembourser l'argent volé pour qu'on essaye un peu de répartir équitablement les revenus parce qu'on ne peut pas comprendre un pays riche comme le nôtre. Quand vous regardez les conditions dans lesquelles la population vit, ça peut se poser des questions. Trop riche, mais une population pauvre. Ça signifie quoi? C'est parce que les dirigeants au pouvoir détournent l'argent avec la complicité du monde occidental. Mhm. Parce qu'aujourd'hui, on parle de la corruption contre Cameroun, et c'est vrai, le Cameroun a détourné. Mais toutes les magouilles qui sont mises en place par les capitalistes occidentaux pour exploiter le Congo s'inscrivent dans les mêmes détournements des fonds du Congo. Mais Donc, moi, je dirais, après le procès Cameroun, il faut se faire les procès des multinationales et d'autres qui pillent le Congo. justement, je voulais en venir là parce que vous avez dit que depuis 1885, avec Léopold II, on a toujours pillé, mais on n'a jamais été jugé. Mais comment pensez-vous juger Léopold II? Est-ce que vous pensez que c'est possible? Ouais, je pense à titre posthume, on peut les juger parce qu'il a commis un génocide contre le peuple congolais. Il ne faut jamais oublier ça. Ça, c'est aux Congolais de le faire. On ne va pas demander à la Belgique, même pas à l'ONU. Non, nous allons faire un procès contre Léopold II, Mhm, contre les crimes qu'il a commis au Congo. Et les mhm. pillages des chefs du Congo qui ont beaucoup plus enrichi la Belgique. Ça, c'est les Congolais de le faire, ce n'est pas les étrangers. Bon, là, ça nous ramène tout de suite dans les sphères internationales, parce que c'est ça même le débat ici, après la mort de George Floyd, qui est cet Américain noir qui a été tué par un policier blanc qui a usé de ses forces avec son genou sur son cou pendant 8 minutes et 40 quelques secondes, en présence des autres policiers blancs qui l'ont quand même aussi aidé. Ils ont tué George Floyd. Et cela a créé, disons, un boomerang partout, 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 surtout ici en Europe. Il y a eu beaucoup de manifestations. On a déboulonné de statues des esclavagistes et colonialistes. Et curieusement, en Belgique, on a touché la statue de Léopold II. Mais curieusement, il y a le professeur Bob Kabamba, que vous connaissez bien, que je connais, qui lui écrit dans Knack, c'est un journal belge, qui dit, voilà, le Congo, s'il existe, c'est grâce à Léopold II. Léopold II a fait de bonnes choses, mais les Congolais ne veulent jamais accepter. Mais bon, il faut que quelqu'un le dise et puis que, voilà, c'est Bob Kabamba qui le dit. Qu'est-ce que vous lui répondez ce soir? Ouais, je pense il est bien connu en Belgique. On fait un effort pour défendre Léopold II. Léopold II, c'est un criminel, un Mhm, génocidaire. Il a fait plus de 10 millions de Congolais qui ont été tués à cause des caoutchoucs rouges. Et Léopold II s'est enrichi personnellement et l'a enrichi la Belgique. mhm. Et quand vous lisez un peu ses mémoires, vous allez vous rendre compte que c'est un homme qui avait la volonté de faire l'argent n'importe plus. Donc on peut dire que c'est euh, un grand voleur. Mhm, Parce que quand vous lisez ses mémoires, avant qu'il devienne duc, qu'il devienne le roi, Léopold pensait toujours avoir des colonies à l'extérieur. Il a pensé dans ses mémoires qu'il faut aller en Chine, au Japon, comme les trésors impérial, les trésors impériaux du Japon et de la Chine ne sont pas bien gardés, ils peuvent les piller.
Donc, c'est Il voulait quelqu'un aussi qui est prendre la Hollande, en fait. oui. Donc, c'est quelqu'un qui était avide de l'argent. Donc, si aujourd'hui le Congo est dans ces conditions, c'est à cause de Léopold avec son système. Et ceux qui disent que la fait du bien du Congo, pourquoi on a ravi Léopold II, le Congo en 1908 et donné ça à la Belgique? Ça prouve que c'était sanguinaire. Je Il y a comprends. des gens comme Peter Verlinde et d'autres Belges qui pensent que ce sont les Anglais et les autres nations qui, eux, étaient jaloux de Léopold II et que Léopold II seul n'a pas agi. Ceux qui ont agi, ce sont les multinationales et les multinationaux et tous ces gens-là qui étaient sur place. Qu'est-ce que vous leur Non, dites? non, c'est une erreur d'analyse parce que il y avait dans l'acte de Berlin de 1885, je pense à l'article 4 qui stipulait que le Congo, on trouve au Congo la liberté de commerce. Toutes les nations du monde devraient faire le commerce au Congo. Il n'y avait pas de monopole. Or, le produit a mis des monopoles contre l'acte de Berlin. Donc, à cause de ce monopole, il a pillé le Congo pour ses propres intérêts, les intérêts de la Belgique. Il a tué, il a fait génocide de 10 millions de Congolais. C'est ce qui a poussé les autres à ravir le Congo et à annexer à la Belgique en 1908. Donc, ce que moi je demande à beaucoup de Belges, c'est de relire l'histoire avec la tête et non avec le cœur. Et les Belges ont fait partout. Ils disent, ils font Oui. ça avec la tête et que c'est nous, les Congolais, qui ne sommes pas avec la tête, qui sommes là. Non, non, c'est leur point de vue. Je pense qu'il faut s'en foutre. Oui, mais... Ils parlent à leurs opinions. Nous parlons à l'opinion congolaise. C'est l'histoire qu'on va enseigner à nos enfants. On n'a pas besoin de leur avis. Oui. C'est ça le plus grand problème. On n'a pas besoin de leur avis. Ils contredisent les chiffres de 10 millions de gens de ces gens-là qui sont tués au Congo. Oui, oui, mais il y a quelqu'un qui a fait une thèse de doctorat à Louvain-la-Neuve. Il s'appelle Pierre-Luc Plasman. Ça a été traduit en livre, quoi. Léopold II, potentat congolais, l'action royale face à la violence coloniale. Ouais. Et dans ces livres, publiés en 2000, c'était une thèse de 2015 à Louvain-la-Neuve, on tente de montrer que Léopold II n'a pas commis de génocide. Il n'était pas au courant. Donc, ce n'est même pas le système qui était mis en place qui était à la base du génocide du Congolais. C'est leur point de vue. Ils écrivent pour eux. Ils n'écrivent pas pour notre propre histoire. Donc, nous allons écrire. Ce pas les génocides, c'était Ce n'est pas les génocides, ils ne pouvaient pas reconnaître, c'est leur point de vue. Ouais. Ouais, on les respecte, mais nous pensons que le produit a été. Distribuer du pain et du coca. Exact. Nous pensons que le produit a été un criminel. Il a des comptes à rendre au Congo. C'est le jugement des Congolais. Ce n'est pas le jugement des Belges. Ce qu'ils écrivent, ce qu'ils parlent, c'est pour leur opinion, ce n'est pas pour l'opinion congolaise. Et qu'est-ce que vous dites à ces jeunes gens? Qu'est-ce que vous dites à ces jeunes gens qui, partout au monde, en Belgique, en Hollande, partout, surtout en Belgique, en France, bien sûr aussi, qui sont là à vouloir déboulonner les statuts, en fait, à vouloir décoloniser les routes, les avenues et les livres de la... Je pense que ce qui s'est passé en Amérique devrait interpeller tout homme ou toute femme noire. Tout homme noir ou toute femme noire. De relire l'histoire, de faire appel à la culture pour comprendre comment, dans le monde entier aujourd'hui, les Noirs sont les seuls qu'on considère par d'autres races comme une race inférieure. D'où vient ça? Parce que tant qu'on n'a pas compris ça, on peut faire des discussions, on ne trouvera jamais de solution. Et quand vous lisez les premiers, ce qui est à la base de ce mépris, cette infériorité des Noirs, vous avez la Bible.
Dans la Bible, il y a les mythes de malédiction de Canaan. Canaan a vu la nudité de son père. Et Canaan son qui a vu père, la nudité de son père. Voilà. son père l'a maudit. Là, nous sommes dans la Bible. Hein? Dans la Bible. D'accord. Cham, le Camobien, Kamit, Cham, serait l'ancêtre des peuples noirs africains, maudit par Noé, père de Cham et grand-père de Canaan. Voilà un peu ce mythe qui est à la base de la malédiction des Noirs. C'est le premier élément. Deuxième élément, c'est la bulle papale du 8 janvier 1454. La bulle papale de Nicolas V. Nicolas V, c'est le pape. Hein? Le pape, oui. Donc, publié, donc, ce qui a été édité en 1454, mois de janvier, le 8e jour. Nicolas V exhorte les Européens à l'esclavage, à l'asservissement et à la déportation des Africains vers les îles ibériques afin de les évangéliser. Troisième élément, c'est le code noir. Le roi soleil. Noir, vous dites. Code noir, oui. Code oui. noir. Du roi soleil, Louis XIV de 1685. Ici, les noirs étaient considérés comme des biens meubles. On pouvait les vendre, les acheter. Et les derniers, c'est l'acte de Berlin. Ça se suit. Sur base de ce mépris, on met en place l'acte de Berlin en 1885 pour se partager l'Afrique par les puissances occidentales, plus la Turquie. Donc, c'est l'Empire ottoman dans les temps. Pour dire ceux qui habitent n'ont aucune valeur, nous allons nous occuper, les mettre en valeur. C'était le début du capitalisme en quelque sorte. Donc, il faut les coloniser et les exploiter, faire de l'argent, mais il faut les évangéliser parce que ce sont des barbares. Et pendant cette période, il y a eu des écoles en Occident, en Europe, où on a créé des paradigmes. Les premiers paradigmes, c'était que l'Occident, l'Europe et l'Europe est la tête, est la locomotive du monde. Donc, vous avez la civilisation occidentale qui est la meilleure. Ouais. Oui. La civilisation occidentale qui est la meilleure. Et les civilisations africaines noires sont des barbares. Entre les deux, vous avez les civilisations asiatiques, les civilisations arabes. Et pour nous, Noirs, Africains, considérés comme barbares, il faut nous civiliser. C'est ainsi, à partir de 1885, en mettant en place la colonisation, on dit on va coloniser les Noirs pour les civiliser. Donc, on a justifié la colonisation à travers les prismes de civilisation. Voilà les questions dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui concernant l'Afrique. Maintenant, à cause de ce code noir, il y a eu le commerce triangulaire, la traite négrière. On a acheté des Noirs en Afrique, on les a vendus en Amérique, dans des plantations. C'est eux qui ont beaucoup travaillé, dans les plantations et qui ont fait la richesse du monde occidental. Et là, ça devient intéressant parce que, généralement, on pense que c'est le racisme qui est à la base de l'esclavage. Il y a Eric Williams, c'est un écrivain noir. Il a publié sa thèse en 1944, une thèse de doctorat intitulée Capitalisme et esclavage. Et Eric Williams démontre que l'esclavage n'est pas né du racisme. Parce que avant qu'on prenne les Noirs,
on utilisait aussi les Indiens et des Blancs. Mhm. Donc, c'était considéré comme une machine pour exploiter, pour faire l'argent. C'était Mais ils du se sont rendus compte que les autres meurent, ils étaient tellement fragiles. C'est comme ça qu'ils sont rappelés, qu'ils ont pris les Noirs comme force un peu d'exploitation. Mais Mhm. ce qui est intéressant de savoir que le racisme a été plutôt la conséquence de l'esclavage. Ce qui a été démontré par Eric Williams dans les capitalismes et l'esclavage. Ça signifie qu'il y a toute une construction qui a été mise en place et ça s'est transmis dans la culture américaine, Mhm. que les Noirs est toujours esclaves dans leur culture. Mais ça cache aussi une certaine inégalité économique. Parce que vous trouverez ceci, quand les Noirs deviennent beaucoup plus riches, on les respecte. Mais quand ils sont pauvres, ils sont maltraités. Donc, c'est lié à l'évolution du capitalisme. Mais Parce que beaucoup de gens... Oui. il y a un monsieur comme ça que j'ai rencontré dans un hôtel quelque part, je pense à Bruxelles. Je parlais avec lui, il m'a dit, bon, je lui demande, on a parlé, je lui demande, mais est-ce que vous ne pouvez pas aller en Russie ou aller vivre ailleurs, gagner mieux et tout ça? Il m'a répondu carrément, voilà, écoute, moi, les autres systèmes, par exemple, communistes, tout ça, socialistes, je n'aime pas aller là-bas parce que j'aime le système capitaliste. Parce que le système capitaliste, quand quelqu'un te respecte en te disant bonjour, monsieur, il ne te dit pas bonjour, toi, en tant que monsieur, mais il dit bonjour à ton capital que tu le ramènes dans son hôtel. Ou, vous voyez, et est-ce que ce n'est pas ça le capitalisme aussi, ce n'est pas de l'hypocrisie? Non, non, ce n'est pas l'hypocrisie. Donc, je pense qu'il y a plus de capitalisme. Hein. Je pense que l'histoire montre que le capitalisme occidental, je dis occidental, Mhm. a été toujours prédateur. Non pas seulement exploiter les Noirs, mais les Africains, les Noirs américains. Ils ont aussi exploité les Blancs. Mhm. Les Blancs, dans le Et sens que, ils continuent à le faire aujourd'hui. Hein? oui, jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Parce que dès le début, la propriété privée n'existait pas. Ça a été créé. Et on parle des enclos, je pense, en Grande-Bretagne. C'est là où ça est la naissance du capitalisme. Et dans cette évolution, les propriétaires ont chassé les populations britanniques ou anglaises pour faire pas des champs, mais de fermes Mhm. à mettre des moutons parce qu'ils avaient besoin de la laine. C'est ainsi que le capitalisme est né. Donc, c'est la prédation dès le départ. On chasse ceux qui étaient sur place, on prend leurs terres, on construit des fermes pour mettre des moutons et faire l'argent à travers la laine. Vous voyez? Ouais. Donc, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est que les Noirs vivent, cette prédation-là. Donc, le capitalisme occidental, c'est une prédation qui a commencé depuis l'Angleterre. Nous allons Pour ceux qui revenir, comprennent. nous allons revenir sur cette histoire des Noirs et de George Hum, Floyd et de tout ce que cela a engendré partout au monde. Mais est-ce que vous êtes pour ou contre les excuses du gouvernement belge vis-à-vis de ce qui s'est passé durant la colonisation, mais bien avant aussi, durant le Congo dit indépendant sous Léopold II? on n'a pas besoin d'excuses des Belges. Il faut écrire notre propre histoire. S'il y a des procès à faire, il faut les faire. Le problème se passe en Belgique, ce n'est pas le peuple belge. Il y a les milieux coloniaux qui détiennent l'économie belge qui font les affaires au Congo. Pas, je ne peux pas dire que tous les Belges ont profité de la Belgique, non. La plupart ne savaient même pas ce qui se passait au Congo. C'était caché, c'était une histoire privée de Léopold II. Donc, l'État belge est complice. Comme l'État belge est complice, il doit, je dirais, payer au Congo, aux Congolais. Tout ce Mais qu'on a payé et tous ces morts-là.
Mais payé au Congo et aux Congolais, il y a Madame Nadia Nsaï, que vous connaissez très bien, qui est congolaise belge vivant en Belgique, qui vient de sortir un livre très, très enrichi qui parle de sa vie, mais aussi surtout de l'histoire. Elle est allée jusqu'à voir pourquoi les Belges sont allés au Congo. C'est parce qu'en Belgique, il y avait une grande pauvreté, pas possible, hein, parce qu'elle a ses parents aussi qui viennent d'un côté de la Belgique, qui étaient tellement pauvres, pauvres. Alors, elle, bien sûr, avec les autres, elle combat pour que la Belgique puisse présenter ses excuses auprès du Congo par rapport à ce qui s'est passé là-bas. Qu'est-ce que vous lui Vous répondez? savez, non, non, ça c'est facile à dire. Mhm. Léopold II est à la base d'un génocide de 10 millions de gens, de Congolais. Mhm. Il prend des excuses pourquoi. Parce que ce qui est grave, comme on n'a pas condamné le génocide de Congo de Léopold II, Mhm. nous vivons un nouveau génocide Mhm. à l'est du Congo. Ça fait à peu près plus de À 10 l'est, millions de Congolais qui sont tués. ouais. Est-ce que vous avez vu un procès? Parce que si on avait fait un procès contre Léopold II, quand il Mhm. a tué des Congolais, je pense que ce qui se passe à l'Est n'allait pas se reproduire. Il faut qu'il y ait un procès. Mais, mais avant, parce que quand vous parlez du procès, il y a le Parlement belge qui parle d'une commission pour étudier éventuellement par rapport aux excuses. Et je pense que quand Nadia parle, Nadia Nsai parle des excuses, elle ne parle pas des excuses comme ça, mais elle parle des réparations parce qu'on ne peut pas parler des réparations sans parler des excuses et puis peut-être sans parler du procès dont vous parlez, dont vous De, plaidez. tout, de toute façon, ce sont les Congolais qui vont demander des comptes à la Belgique. On n'a pas besoin que la Belgique nous propose une solution. Mais quand est-ce que ça Si, va venir? Quand est-ce que le ne t'en Congo fais va pas, ne t'en demander? fais pas. Vous savez, on avait tué, on a fait le génocide des Juifs en Allemagne, en Europe. Il y a eu beaucoup de pays qui ont payé la dette, hein, parce qu'on avait confisqué les biens des Juifs. On les avait massacrés parce qu'ils étaient Juifs. Et ceux qui avaient commis ces génocides ont été poursuivis. Pourquoi nous devons croiser les bras? C'est à nous de défendre nos propres morts. On n'a pas besoin que quelqu'un vienne le faire à notre place. Les Juifs l'ont fait. Nous, Noirs, on va le faire aussi pour que l'histoire ne puisse pas se répéter. Parce que si on ne le fait pas, ce que j'ai dit là, en 1885, 1906, un génocide de 10 millions de Congolais. Au lieu qu'il y ait un procès contre le Léopold, on a appelé les pays, la colonie, on a donné à la Belgique. Et le Léopold, c'est passé comme ça sans procès. Mais regarde maintenant, l'histoire se répète encore. On avait tué les Congolais pour le caoutchouc, avec le produit. Maintenant, on tue les Congolais pour ces minéraux de coltan. Plus de 10 millions d'habitants, plus de 10 millions de Congolais sont tués. Aucun procès. Donc, si nous demandons le procès contre le Léopold et des réparations, on va demander aussi à ceux qui ont tué les Congolais maintenant, à l'est du pays. Comme ça, pour qu'il n'y ait pas un troisième génocide. Donc, si on fait le procès pour éviter un troisième génocide, Ouais. parce que ça fait déjà deux. Un génocide à cause du caoutchouc rouge, du caoutchouc, maintenant un génocide à cause du coltan. Et on a identifié les personnes de l'administration qui sont derrière. La fois dernière, c'était Léopold II, parce que c'est lui qui représentait, qui était le gérant. Maintenant, comme il n'y a pas une figure qui peut canaliser ou bien qui peut être pointée du doigt, on ne sait pas identifier qui a tué, alors qu'on connaît très bien les multinationales qui ont financé la guerre à l'Est. On sait, ils sont bien identifiés, mais comme l'ONU est sous leur contrôle, il n'y a même pas un procès. Donc, c'est à nous maintenant, Congolais, de préparer tout pour un jour qu'il y ait un procès, pour éviter qu'il y ait un troisième génocide de Congolais. D'accord. Ce procès-là, on l'espère, ça va venir. Mais prenons maintenant le sujet même, le thème de notre émission de ce soir, les États-Unis. Une nation civilisée ou bien une réserve de barbares? Avec la mort, bien sûr,
de George Floyd, qui est le générique hein, de la barbarie, ça ce sont mes mots, de la police américaine. Et si vous mettez dans la tête que les Américains, c'est la source même, le berceau de tous ces jeunes gens qui viennent, qui débarquent, laptop dans la main, sac au dos, pour venir en Afrique et apprendre aux gens les droits de l'homme. Quelle est votre lecture? Ouais, moi, je recommande à certaines personnes de lire le livre de Jacques Attali, 1492. Jacques Attali, le philosophe Et français. le penseur français, un penseur français. 1492. Dans cet ouvrage, Jacques Attali explique les débuts de la barbarie du monde occidental. Avant de faire ce qu'ils ont fait sur les Noirs, ils l'ont fait sur les Indiens. Les Indiens ont été décimés. Pourquoi ils étaient décimés? On avait besoin de l'or en Amérique, de l'argent. Donc vous avez les Européens qui ont une culture de prédation. Ils viennent, ils trouvent les Incas, on appelle les Indiens, qui avaient une civilisation, mais qui étaient aussi en déclin, et qui étaient presque naïfs parce qu'ils étaient très naturels. Ils ont trouvé des gens, qui étaient comme les naïfs. Africains, ils ont trouvé des gens qui fauffent, des gens qui sont habitués à faire des guerres pour voler. On peut parler ça, ce sont des barbares. Naïfs, on les a décimés, d'abord par des maladies, mais aussi on les a tués parce qu'ils ont été vaincus. Et on leur a volé tout l'or et l'argent. Donc, c'est ça le début du capitalisme occidental. C'est le début du capitalisme occidental. Dès qu'on a découvert l'Amérique, c'était les pillages. Et vous allez voir, partout où l'Occident est passé, ce ne sont pas des guerres, ce sont des génocides. Ce ne sont pas des génocides, ce sont des pillages. Jamais on vous dira que l'Occident a apporté la civilisation. Non. L'Occident apporte la barbarie. Je pense que tous les monuments qu'on a cassés là, ça symbolise la fin d'une époque où l'Occident pouvait se permettre, au nom de la spiritualité de la race blanche, la spiritualité de la civilisation, de s'imposer à travers le monde. Quand ils ne sont pas d'accord avec vous, on vous fait la guerre. C'est toute leur culture chez eux. Et vous allez comprendre, avec ce qui se passe en Amérique, ce n'est pas un problème politique, c'est un problème de culture. Obama a été président des États-Unis d'Amérique. Est-ce qu'il a changé quelque chose? Rien n'a changé. Rien. Donc, il ne peut pas changer tout un système. Et un tel système ne peut pas se remettre en cause, parce que s'il se remet en cause, il disparaît. Voilà le fond du problème. Les jours où l'Amérique, le système américain, sera remis en cause, ce sera la fin de l'Amérique. Une dernière question. On a tué les Noirs américains. Les Noirs américains, bien sûr, les Blancs aussi, la plupart, une grande majorité des Blancs se sont soulevés aux États-Unis, à Londres, partout. Ici à Amsterdam, moi-même, j'ai été à Amsterdam avec mes enfants. Ici à La Haye, j'ai été à Bruxelles, partout, Paris, partout. En Afrique, il y a eu un petit peu de mouvement au Sénégal, j'ai vu. Et il y a eu la commission de l'Union africaine, Moustapha Faki, c'est comme ça qu'il s'appelle. Moussa Faki, pardon, qui a condamné comme ça le truc, ces crimes-là aux États-Unis. Mais curieusement, pas un seul mot d'un président africain. Comment vous expliquez ça? C'est facile. Ce sont des gérants. Ce ne sont pas des chefs d'État. Ce sont des gérants. Oui, des gérants pour les intérêts étrangers. Mais regarde ce qui s'est passé. Les Noirs qu'on a vendus en Libye. Est-ce que vous avez vu un chef d'État africain parler de ça? Rien. Alors que comment voulez-vous, en Afrique, ils n'en parlent pas. Comment voulez-vous qu'ils parlent des Noirs américains?
Mais comment vous expliquez ça? J'ai dit que ce sont des gérants, des êtres aliénés. Parce qu'ils ne peuvent pas se permettre, s'ils se permettent de critiquer le même matin, non, ils ne sont pas au pouvoir. Ils sont faibles. Donc c'est Voilà l'Occident pourquoi, qui les met au pouvoir, qui les met au pouvoir. oh ben, qui ne connaît pas, ce sont des pions de l'Occident. Quand on dit l'Occident, au moins, il n'y a pas seulement que l'Occident, il y a d'autres puissances qui peuvent les mettre. Les problèmes, les Africains n'ont pas encore tiré les leçons de l'histoire. C'est le fond du problème. Les jours où l'Afrique noire, sera une puissance, ça signifie avoir beaucoup d'argent sur le plan économique, avoir des forces armées plus fortes, avoir des savants, avoir maîtrisé la science de nouvelles technologies. Ce jour, l'Afrique noire, ou bien les Noirs vont compter. Mais tant qu'on voit l'Afrique dans cette pauvreté, dans cette, on dirait que nous sommes encore au niveau du Moyen-Âge européen. L'image qu'on a de l'Afrique, c'est une image négative. Donc, c'est aux Africains de construire une image d'une Afrique puissante qui doit négocier avec les autres. Comme ça, on change l'imaginaire, on change aussi la manière dont nous sommes perçus par l'étranger. Pour le moment, quand on voit les Noirs être inférieurs, être pauvres, un homme donc des gens qui sont laids, les petits mendiants, les petits mendiants, tout ce qui est négatif. Donc, il faut déconstruire ça très rapidement et reconstruire notre image. Je pense qu'on va nous respecter parce que les Chinois qui étaient maltraités dans les temps où on veut dire, quand vous lisez l'histoire chinoise, c'était écrit interdit aux Chinois et aux chiens. Ça, c'était à Shanghai. Aujourd'hui, on respecte les Chinois parce que les Chinois viennent de laver l'humiliation. Donc, il faut que les Noirs africains, les Noirs américains lavent cette humiliation. Merci beaucoup, M. Frédéric Lumumba. Merci pour ces grandes révélations. Merci pour ces encouragements. Mais bien sûr, j'ai quand même une petite question qui me tient à la tête. Qu'est-ce que vous conseillez à ces jeunes gens qui s'élèvent aujourd'hui contre cette colonisation, qui veulent décoloniser les rues de l'Europe, qui se sont décolonisés eux-mêmes et qui veulent décoloniser les autres? Qu'est-ce que vous leur dites en ce moment? Je pense que le temps de l'émotion est fini. Maintenant, c'est le temps de réflexion. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on vous respecte? Parce que si il faut décoloniser l'imaginaire des Noirs, il faut aussi décoloniser l'imaginaire des Blancs. Donc, nous sommes tous les victimes d'un système mis en place. C'est ça le problème. Ce système mis en place par les aventuriers capitalistes. Et c'est très important parce qu'un enfant qui a grandi, on lui dit tu es supérieur, supérieur, supérieur. Il ne va pas lui poser la question pourquoi je suis supérieur aux autres. Et un enfant noir, il a grandi, on dit tu es inférieur, inférieur. Il ne va pas poser la question. Donc, il faut reconstruire ça, reconstruire un monde nouveau où les valeurs humaines sont au-dessus des intérêts. Les problèmes beaucoup plus, je dirais un peu, c'est la conséquence du capitalisme. Parce que vous verrez, les Noirs sont pauvres, mais aussi les Blancs. Ce qui arrive à la Grèce devrait faire réfléchir beaucoup plus les Noirs africains. Les Grecs, ce sont des Blancs. C'est aussi les berceaux de la civilisation occidentale. Et regardez dans quelles conditions, comment ils sont maltraités par les capitalistes. Ils n'ont pas d'état d'âme. Donc, le problème, c'est le système. Donc, il faut remettre le système en cause et reconstruire notre système, le nouveau paradigme. Et là, il faut que les Africains, Noirs et les autres participent au nouveau monde qui peut se mettre en place, qui attendent récompense le monde à leur place. Parce que les civilisations aujourd'hui sont en train de se battre pour le monde demain, au XXIe siècle. Donc, l'Occident a fait 5 siècles, 15e siècle, 20e siècle, c'est terminé pour l'Occident. Maintenant, il y a un nouveau monde qui s'ouvre. Donc, toutes les civilisations doivent participer à la construction du nouveau monde. Donc, il ne faut pas que les Africains subissent encore ce qu'ils ont subi la fois dernière. Donc, c'est le travail des Africains. Donc, il faut écarter les émotions. C'est terminé. On a tué qui c'est l'Américain. Tout le monde a protesté. Maintenant, il faut réfléchir pour construire un nouveau monde et changer le système.
C'est le fond du Construire problème. le nouveau monde, changer les systèmes. Merci, M. Freddy Mulumba. C'était là la grande interview avec M. Freddy Mulumba, politologue en direct de Kinshasa, la République démocratique du Congo, dans Mwambi International Network. Merci et bonsoir chez vous.